Midi, ici à Port-au-Prince. Salut à tous, bon midi et bienvenue à votre émission de commentaires sur l'actualité. Excellente semaine. Alors, c'était le 10 décembre 1948 à Paris que 50 États sur 58 participants ont adopté une résolution qui précise les droits fondamentaux de la personne humaine. Ces États ont pris l'engagement de travailler de manière permanente pour que ces droits de l'homme soient totalement respectés. Dans cette dynamique, mesdames, messieurs, chaque action des gouvernants de ces États se doit d'orienter l'action gouvernementale en vue de construire quotidiennement le bien-être et la liberté pour tous. 70 ans plus tard, soit en 2018, aujourd'hui, Haïti, signataire de cette charte, connaît des soubresauts politiques en continu. Les politiques qui gouvernent et ceux en transition vers la gouvernance étatique continuent la confrontation. Le jeu à somme nulle se poursuit alors que la grande majorité de la population continue, elle, d'espérer la jouissance, ne serait-ce de ses droits élémentaires. La politique au service du respect des droits humains en 2018, quel bilan? C'est le questionnement de notre émission de ce aujourd'hui et nous recevons pour en parler l'avocat militant, figure de proue de la structure appelée Secteur démocratique et populaire, Maître André Michel, à qui nous disons bon midi et bienvenue. Bon midi Davidson, et c'est un plaisir pour moi avec vous et me saluer les téléspectateurs de Télévision Caraïbe qui ont regardé nous dans ce moment ça et nous croyons nous partis pour un bon débat avec une thématique de grande importance parce qu'on a parlé de droits humains et je crois que l'adoption de cette charte qui pourra fonder, ça nous relève les droits fondamentaux de l'homme, et qui pourra avoir une influence sur la vie politique et sociale de pratiquement toutes les nations du monde. Il pourra bouleverser la vie politique, il pourra bouleverser la vie juridique, il pourra bouleverser la vie sociale des États. On va en parler profondément. Fondamental, son moment phare dans l'évolution de l'humanité. On en parlera avec vous comme avocat, mais aussi comme militant politique. Mais voyons ce qu'il y a en termes de contenu pour vous, André Michel, avocat et militant politique. Votre intégration, si vous voulez, en politique, elle a commencé par quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? À quel moment précis vous vous êtes dit qu'il fallait que je m'engage en politique? Très bien. Et il faut dire que depuis mon très jeune âge, j'étais toujours intéressé à tout ça qui a un rapport avec la collectivité. Et toujours aimé redire phrase ça du général de Gaulle, dans l'appel 1940-1942, monsieur écrit que, adolescent, tout ce qui advenait de la France, le sujet de son histoire, l'enjeu de sa vie publique m'intéressait par-dessus tout. Tout ça qui a un rapport avec collectivité, zone côté m'a vivre, t'es toujours intéressé très tôt. Et t'es entré dans le groupe l'église, groupe culturel, c'était toujours dans l'objectif de servir ma communauté. Et son façon pour me dire que m'était toujours gagné dans moi les germes de cette volonté de participer à la vie collective. Et c'est ça qui pourrait le faire que, en 1999, suite à la décision du président René Garcia Préval de dissoudre le Parlement, qui était dominé par l'OPL, l'Organisation du peuple en lutte, je prends la décision pour me rentrer dans la politique formellement. Et à ce moment-là, je me souviens comme si c'était hier. Moi, j'étais mon ami, qui était surtout un ami cousine moi, qui était déjà fait partie de KID, le Parti Convention Unité Démocratique KID. Il me dit, monsieur, il faut que je rentre dans la politique. Et il y a des gens qui t'ont suggéré, moi, et on l'autre parti, je n'ai pas besoin de citer que l'autre parti, me dit ça n'a pas intéressé. Je préféré KID parce que moi, j'ai estimé KID a une proximité avec la population, hein, qui te rejoignent moi dans la conviction de la vie politique, et, en quelque sorte. Et c'est comme ça que je suis rentré dans KID en 1999. Je suis cheminé avec une belle histoire jusqu'à ce que, malheureusement, la politique divise, nous venons séparer. Et c'est dans KID en 1999 que je me fais premières âmes dans la politique. Je ne l'oublierai jamais, ça fait partie de ma vie. Et depuis lors, je suis engagé dans la vie publique avec des hauts et des bas, avec des moments de bonheur,
avec des moments de déception. Et bah, je regrette d'avoir pris cette décision, pour me rentrer dans la politique active. Et là, je vais continuer jusqu'à présent en fonction de mes convictions, de mes croyances. Et moi, souhaiter bon Dieu permettre que je toujours continuer à faire politique là, j'aime faire là. C'est idée qui m'aime moins, c'est opinion qui m'aime. C'est pas intérêt personnel moi qui m'aime. De 99 à Joudia, je me permets de l'affirmer, ou une histoire politique plus ou moins cohérente. On peut dire de André Michel, un homme de gauche qui porte des revendications de nature populaire. Mais, Maître André Michel, cette histoire-là, elle est marquée tout par des moments spécifiques, notamment candidature à certaines élections. Et quand, à un moment donné, en étant candidat, le peuple ne vous a pas donné le mandat que vous souhaitiez avoir, comment aujourd'hui vous pouvez dire que je parle au nom de ce peuple-là? C'est une question fondamentale. Et la politique, elle est dynamique. Je l'ai toujours dit, j'ai été candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. J'ai connu une défaite politique cruciale. J'assume cette défaite. Maintenant, une chose est sûre, une défaite politique ne peut pas anéantir la carrière d'un homme ou d'une femme politique. C'est-à-dire, ou bien des convictions, ou lancer au non-bataille, vous avez perdu le combat, ou retourner dans la bataille là, et pour continuer à faire valoir les convictions, point de vue. D'autant plus qu'il n'y a pas de défaite fatale. C'est-à-dire, s'il y a une défaite, c'est parce que quelque part, il y a des erreurs qui ont été commises, qu'il faut corriger, qu'il faut assumer également. Et c'est ça la vie d'un homme ou d'une femme politique. Et comment repartir sur de nouvelles bases. La légitimité d'aujourd'hui, Maître André Michel, vous l'appuyez où? Qui ça qui bat où? Selon même droit pour dire, je dis en conférence de presse, nous avons virulence que vous utilisez dans les propos, des fois il y a des gens qui trouvent excessif. Mais vous dites toujours, m'a parlé non peuple haïtien. Peuple haïtien voulait ceci, voulait cela. Légitimité, ça, bon, qui va joindre? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Et moi, je crois que c'est ma conviction. Je peux me tromper. On peut toujours se tromper en politique comme dans la vie. Moi, je crois que le combat que je mène, les idées que je défends et les valeurs que je défends en tant que militant politique, en tant que citoyen, en dépit de ça, je suis capable de faire comme erreur, comme faute, comme être humain. Moi, je crois que la population a retrouvé dans le même bagage. Ça ne veut pas dire moi-même seul. Bref, même je crois que je dis à on monde cap lutter contre la corruption, on monde cap lutter pour une justice indépendante, on monde cap bataille pour le changement effectif des conditions de vie de la population haïtienne. Moi je crois que monde ça bataille a rejoindre bataille peuple haïtien. Et ça capable toujours arriver. Et allemand de Barack Obama, allemand de Chirac, allemand de Mitterrand, allemand de Sarkozy, il a dit que la défaite politique, surtout en matière électorale, ça fait partie en général des règles du jeu. Bref, je crois que je ne suis pas en train de dire que moi, je suis un extraordinaire, même je crois que je fais un minimum d'efforts pour que je sois cohérent avec moi-même, pour que ce n'est pas intérêt personnel moi, qui guide le combat politique, moi, qui guide le choix politique. En fonction de convictions, nous sommes capables de faire partie d'une famille politique. Et je dis, conjoncturellement, ou en dans structure que peut-être les secteurs démocratiques et populaires. Mais famille politique, ça, que nous avons parlé là, cette mouvance, pour certains mondes, et à mon sens aussi, fait preuve d'une absence de cohésion dans des moments précis, notamment pendant les élections ou bien de grands moments politiques. C'est vrai. Et je dis, par rapport à positionnement qui a dégagé face à des dossiers précis que nous allons toucher tout à l'heure, et il y a des gens qui même croient, et en ce qui vous concerne précisément, que y a une dynamique, nous sommes capables de dire, de polémique qui a dégagé, notamment entre vous, par exemple, et l'autre leader de l'opposition, à savoir le sénateur Moïse Jean-Charles. Et le malaise, il est où? Est-ce qu'il y a vraiment cette dynamique de vouloir plus de place que l'autre? Je vais arriver. On va y arriver, c'est important. Et je suis très heureux d'avoir la possibilité de répondre à cette question précise sur les ondes de Télé Caraïbes. Parce que
là, parce que tout le monde va le temps de moi. Même voulais d'abord répondre à la question globale, la question qui est plus générale là. Effectivement, j'appartiens à une famille politique, la famille du secteur démocratique et populaire. Cette famille qui, après la chute de la dictature des Duvalier, te portait espoir pour la majorité des Haïtiens, pour les masses populaires, les jeunes, les femmes, les paysans. Et c'est parce que justement, ma famille politique était symbolisée l'espoir de tout un peuple qui pourrait le faire que 16 décembre 1990, la population haïtienne, dans sa grande majorité, l'y choisit et tout candidat qui était sorti dans le secteur ça. Je dois reconnaître, parce qu'en politique, je crois qu'il faut être honnête pour reconnaître qu'effectivement, il y a des erreurs qui commettent, il y a des responsabilités qui ne peuvent pas assumer, il y a des rendez-vous politiques et historiques manqués, nous le reconnaissons. Et je crois que le secteur démocratique, aujourd'hui, c'est la volonté de reconquérir la population. C'est la volonté de reconstituer ce rassemblement patriotique, ce rassemblement populaire, au-delà des divergences qui nous caractérisent parce que la politique nous divise. Et je l'ai toujours dit, mon combat, ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat patriotique, c'est un combat citoyen. Mon rêve le plus cher à moi, c'est de participer à la construction de ce grand rassemblement pour que nous puissions porter un projet politique viable, un projet politique qui rassure les populations, pour nous voir comment nous sommes capables de changer les conditions de la vie. Si vous permettez un moment, M. Michel, ce malaise au sein de votre famille. Non, on va arriver par... Ça m'a vu mal. Je vais rentrer là tout de suite, dans le malaise là. Écoutez, différence de point de vue. Je pensais que il y a un malaise, il y a des gens qui pensaient que un duel, un désaccord au niveau du secteur démocratique et on personnalisé deux mondes. On personnalisé André Michel, on personnalisé Moïse Jean-Charles. C'est comme Dado, non seulement la famille politique à laquelle j'appartiens est émiettée, divisée, etc., mais un duel entre deux mondes. C'est faux. Bien sûr, nous avons des différences. Bien sûr, nous avons des divergences. D'autant plus que nous sommes une grande famille politique, mais nous tous, nous pas commencé dans la politique même côté. Et pas oublier, quand la grande famille du secteur démocratique a commencé, pour que même une famille Lavalas. Et il commençait avec des groupes bien précis. Moi, j'étais dans KID, même j'étais dans la famille Lavalas. Je dis à NAP collaborer ensemble. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur toute bagaille. Mais quand bon bagaille, yo dit que je suis avec lui, mais c'est faux. Moi, je me songe un jour, moi avec moi, Jean-Charles, nous avons une prise de gueule. Bon, bral de ça. C'est intéressant. Et demandez n'importe monde. Et qu'on a une réunion entre nous. Moi, je me songe un jour que moi-même, avec moi, Jean-Charles, nous avons une prise de gueule. C'est-à-dire que l'envie de avec l'attaquer, m'attaquer. Ce n'est même pas de ça qu'il est question, véritablement, parce que ce qu'on essaie de voir, c'est que... Ce que je veux vous dire, c'est que... C'est cette réclamation de la paternité de ce mouvement de l'opposition. Mais je ne cherche pas la paternité de quoi que ce soit, en ce qui me concerne. Je suis un militant. Et je ne vais pas oublier ça. Fillon, là, M. Pral candidat pour la primaire de la droite, Sarkozy était ancien président. Sarkozy dit, bon, lui-même l'a candidat tout, et puis gon poste Sarkozy qui dit que, bon, Sarkozy c'est un ancien président, il n'est pas au même niveau que tout le monde. Fillon dit, monsieur, attention, nous venons de perdre les élections. Et dans cette situation, on est tous des militants. Dans le secteur démocratique, là, tout le monde est militant. Oui. Nous tous nous sommes militants, nous tous nous faisons des erreurs. Nous tous nous ratons des moments historiques. Nous tous nous avons des comportements que la population a jugés qui ne sont pas de bon au moment de la durée. Pour qui ça obligé de lutte pour la paternité du secteur démocratique ou de quoi que ce soit. Moi, je pense, honnêtement, capable de toujours gagner quelques différences, c'est la vérité. Je vais être honnête avec les gens qui me regardent. Même quoi que vous mettez plus que gagner, par exemple, une prise de gueule, par exemple, une bataille, effectivement, entre Moïse Jean-Charles et André Michel. Bref, c'est plus une perception. Et cette perception, elle est une création, elle est une machination, elle est une manipulation politique. Tout à l'heure, là, moi, je suis obligé de faire une note pour me démentir un rumeur qui a circulé depuis hier sur les réseaux sociaux qui fait état d'altercation entre André Michel et Moïse Jean-Charles. Mais c'est faux. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Bref, la politique... Fondamentalement, vous êtes d'accord sur quoi? Fondamentalement, nous sommes d'accord pour conduire le pays vers une véritable conférence nationale haïtienne souveraine. Fondamentalement, nous sommes d'accord pour arriver à la réalisation du procès Petro-Caribé. Et fondamentalement, nous sommes d'accord que Jovenel Moïse constitue un obstacle majeur
à l'émergence d'un nouveau projet de société et à la réalisation du procès Petro-Caribé. Fondamentalement, on est d'accord pour le renverser, pour faire émerger un autre projet de société. On est d'accord sur l'essentiel. C'est-à-dire la prise du pouvoir. Mais non, ce n'est pas la prise du pouvoir. Je vous parle de la nécessité de faire émerger un nouveau projet de société à travers une conférence nationale haïtienne souveraine. Je vous parle de la nécessité de réaliser effectivement le procès Petro-Caribé. Ça, ce n'est pas la conquête du pouvoir. Hein? Ça, il s'agit d'engager notre pays, notre cher Haïti, sur une nouvelle voie, dans une nouvelle dynamique. On est d'accord sur ça, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur l'essentiel. On est des êtres humains quand même. Même dans ta famille, je suis sûr que si tu as des soeurs ou des frères, vous ne partagez pas tous la même vision, la même compréhension. Mais la famille, c'est une famille unie. Bref, il y a plus détails, il y a plus manipulation qu'a fait que vérité. On va avancer sur l'autre question qui intéressait moi. Gagner toujours dans le cadre de perception ou évoquer là, peut-être que vous allez éclairer l'antenne sur ça. Gagner en perception qui dégageait, qui fait croire que ce secteur démocratique, ce mouvement contre le pouvoir Jovenel Moïse, puisque l'hypothèse des revendications populaires et l'État supporté par des éléments de la classe affaires. Nous avons connaître, M. André Michel, qui sont ces personnes de l'élite économique qui se montrerait aujourd'hui sensible à la cause populaire? Écoutez, il y a une vérité. La vérité, c'est que le secteur démocratique et populaire est en train de prendre sa place sur l'échiquier social et politique haïtien. C'est une vérité. La vérité, c'est qu'on est en train de faire émerger cette force politique à la fois comme une force de combat, mais aussi comme une force de proposition. La vérité, c'est que le secteur démocratique et populaire, ces derniers temps, rencontre tout le monde. Nous avons rencontré des diplomates étrangers accrédités en Haïti et nous expliqué aux positions politiques. Nous avons rencontré des hommes d'affaires de ce pays. Voilà, je parle de support matériel et logistique. Nous avons rencontré des hommes d'affaires de ce pays et nous expliqué aux positions. Bref, maintenant, mon cap dit un bon bagage, par contre côté au sorti. Mais il y a des gens qui rejoignent qui dans le secteur ça qui rejoignent les mouvements là qui d'accord avec proposition en fonction de peut-être intérêt mais qui dit pour une fois on va supporter une cause liée nous pas qu'on a situation à la situation nous pas qu'on a situation pour nous supporter nous financièrement de façon réelle. Mais la vérité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau de la société civile, qui se retrouvent dans le secteur démocratique et populaire. Il y a des gens qui ne croient pas de sérieux. Il y a des gens qui pensent que c'est une blague. Il y a des gens qui pensent que nous n'avons pas assez de conviction. Il y a des gens qui pensent que nous n'avons pas aucun projet. Mais quand nous avons fait sortir notre proposition de sortie de crise politique et que vous l'île, vous étudiez, vous dit définitivement, si messieurs, dames, ça, paraît-il, ils sont porteurs de quelque chose. Il y a de plus en plus de monde qui retrouvent et ça panique. Il crée panique pour côté pouvoir, il crée panique pour côté l'autre monde qui fait jalousie. Donc on support conjoncturel, ne serait-ce que symboliquement. Vous dites? On support conjoncturel, ce n'est pas fondamentalement par rapport à ce que vous portez comme revendication. Je n'appelle pas ça un support. J'appelle ça une sorte d'adhésion. Il y a des gens qui commencent à adhérer à la démarche du secteur démocratique et populaire. Ils ne sont pas d'accord avec tout le bagage que nous dit. Par exemple, quand nous avons rencontré le Forum économique, nous disons, mais qui ça nous proposait? Ils disent, on est d'accord sur la conférence nationale haïtienne souveraine telle que le secteur démocratique et populaire la propose. On est d'accord sur la nécessité de réaliser le procès Petro-Caribé. Mais nous ne sommes pas d'accord avec vous sur la question pour nous renverser Jovenel Moïse. Là. Ça veut dire que ça, il y a une adhésion partielle à la démarche du secteur démocratique et populaire. Et c'est intéressant. Et cette adhésion même partielle dérange nos adversaires politiques. KPC John Bon Bagay qui va gagner pour eux avec la vérité. Et Mabdio n'a continué cette dynamique de rencontre avec les différents secteurs de la vie nationale parce que notre volonté aujourd'hui, c'est de construire autour de notre projet, autour de notre vision, autour de notre démarche, une large adhésion citoyenne. Et c'est ça notre combat.
Bon, entrer dans une question spécifique par rapport à journée aujourd'hui, lundi 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme, en célébration autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme en décembre 1948. Là, m'a vraiment réclamé l'avis du professeur de droits humains à l'université, m'a réclamé là l'avis de l'avocat, du professionnel de droit. C'est quoi votre lecture de la situation en matière de droits humains aujourd'hui en Haïti? Écoutez, c'est que je ne vais pas faire une bonne entrée en matière parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour ça. Je vais entrer dans la situation janvier. Moi, je crois que, Jean me dit au départ, que question droit de l'homme, lui marqué un tournant nouveau dans l'évolution de l'humanité. Il changeait, la manière de fonctionner des États. C'est une question fondamentale. En Haïti, nous avons plusieurs obstacles au respect des droits de la personne humaine, que ce soit les droits politiques, que ce soit les droits socio-économiques et culturels. Il y a des gens qui pensent que les droits politiques seulement gagnent, mais il y a aussi les droits socio-économiques et culturels. Nous avons un premier obstacle qui sont obstacles séculaires liés à la corruption. La corruption nous empêche d'atteindre le respect des droits socio-économiques et culturels. Parce que nous ne pouvons pas le faire personnalité dans l'aspect ça. Par exemple, on nègre ou détourner l'argent du bien public, c'est l'école ou fait pas gagner dans la section communale. Et du coup, ou empêcher à nos enfants qui vivent dans les sections communales d'avoir accès à une éducation de qualité. Ou empêcher à gens qui vivent dans le pays pour rejoindre l'hôpital pour y aller. Parce que c'est comme vous voulez, vous devez utiliser dans l'État pour construire l'hôpital. La corruption est un obstacle au respect des droits socio-économiques en Haïti. Nous gagnons la faiblesse du système judiciaire comme un deuxième obstacle. La faiblesse du système judiciaire. Un système judiciaire qui peut vraiment gagner indépendance. Un système judiciaire qui encore sous la coupe réglée du pouvoir exécutif. Un système judiciaire qui peut être capable d'assumer. Je vais vous donner un exemple simple pour comprendre. Par exemple, la Constitution 1987 là, prévoit une action spéciale, il y aurait habeas corpus. C'est une action que vous entreprenez pour un monde qui retrouve dans la prison arbitrairement, illégalement, ou bien qui vous arrêté arbitrairement, illégalement. Et la Constitution dit très clairement que le juge par devant lequel il faut porter cette action, c'est le doyen. Mais dans la réalité, quand tu vas devant le doyen, pour exercer une action de ce genre, le doyen dit, si le commissaire du gouvernement n'est pas là, je ne vais pas attendre. Alors que l'habeas corpus, il prend naissance justement pour contourner les manœuvres du parquet ou bien les manœuvres des parquets. Ça veut dire que ça, ou un problème, la justice ne s'assume pas. Les autorités judiciaires n'assument pas leurs responsabilités. Bref, la faiblesse de notre système judiciaire, c'est un obstacle au respect des libertés fondamentales. Par rapport à Kassa, à Kassa, on prend précisément quel rapport avec l'indépendance du pouvoir judiciaire? Est-ce que décision ça de doyen les fait spécifiquement parce que quelque part ils ont influence politique? Mais c'est pas le plus souvent dans le cas devant doyen, c'est des cas qui ont un rapport avec politique. C'est des prisonniers arrêtés pour opinion politique, c'est des gens arrêtés en fonction d'appartenance politique. On a ça. Et à chaque fois qu'on intente cette action par devant le doyen, il y a un obstacle. Le doyen ne comprend pas qu'il doit assumer ses responsabilités. Bref, on a une justice qui n'assume pas son indépendance et c'est un problème. Troisième obstacle au gagnant, au respect des droits de l'homme, c'est un obstacle politique. Attention, c'est vrai, nous toujours dit. Et le fait que 1986, nous combattons la dictature, nous arrivons, entre parenthèses, non état de droit, nous avons des acquis démocratiques. Mais attention, le combat doit être permanent. À chaque moment, chaque gouvernement, il y a toujours une tentative de restreindre les libertés fondamentales. C'est un obstacle politique. Ce qu'on a vécu dans ce pays pendant les 2 derniers mois, et c'est le témoignage de cette volonté des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, de restreindre la liberté fondamentale. 17 octobre, il y a eu une journée de mobilisation à travers le pays. Nous sortis avec 7 personnes qui sont assassinées.
Et le RNDDH a fait sortir un rapport pour dire effectivement, ils ont assassiné mon yo. À la Saline, on a eu le massacre de la Saline. Que ce soit la fondation J'éclairé de Mme Marie-Hélène Gilles ou encore le RNDDH de M. Père Espérance, ces deux groupes de droits humains reconnaissent qu'il y a eu un massacre à la Saline et ils disent que les causes occasionnelles de ce massacre sont des causes politiques. Cela veut dire que nous pouvons sortir dans l'obéi là. Bref. On remise en question du droit à la vie. Ah, bien sûr, le droit à la vie qui est un droit sacré. Parce que dans la philosophie des droits de l'homme, on nous dit que l'homme est imago Dei. L'homme est fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas un droit toucher à la vie d'un homme ou d'une femme. Bref, nous avons beaucoup d'obstacles au respect effectif des droits fondamentaux. Mais le combat doit être permanent et la presse à laquelle vous appartenez a une responsabilité morale et professionnelle qu'elle doit assumer pour faire effectivement que à qui ça on n'a pas perdu parce que je suis capable de dire ça, il y a certains reproches qu'on a adressés à des amis de la presse. Par exemple, il y a des faits qui passaient, ils ont banalisé. Il faut faire très attention. Par exemple, moi, estimer la presse pas suffisamment fait écho du massacre de la Saline. Moi, estimer que la presse pas suffisamment fait écho des personnes qui ont été tuées, que ce soit le 17 octobre, que ce soit le 18 novembre 2018. C'est-à-dire qu'il faut éviter de se retrouver dans une situation de déni parce que justement, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux sont intimement liés. Droit pour parler comme journaliste, lié à droit pour me parler comme politicien, mais comme avocat. Attention. On vous donne suffisamment d'espace, j'imagine. Bien sûr, vous me donnez. Bien sûr. Bien sûr. Par rapport à bien sûr, il y a des efforts. Mais parfois, il y a une espèce de banalisation et qui n'est pas toujours bon. Absolument. Mais il est capable de gagner de plusieurs explications. Oui. Si, par exemple, affaire on peut évoquer là, et gagner suffisamment de flou autour de ça qui passe et jusqu'à présent pour une compréhension commune qui dégagée sous côté le On peut pas parler de flou. On ne peut pas parler de flou quand on a deux rapports émanés de deux organisations différentes de droits humains qui vous parlent de massacre et qui vous donnent des précisions. Attention. Il n'y a pas de flou. Écoutez. Et ce qui est terrible, la Saline, c'est quand même à quelques mètres. On parle de deux organisations de droits humains, mais qu'en est-il de la responsabilité des institutions responsables par rapport à ces genres de dossiers? Pas qu'un jusqu'à présent, constat qui était fait. Mais c'est là que vous posez la question fondamentale. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde qui massacré, théodique massacré, d'après RNDDH massacré, avec non-précision, non-prénom, etc. Et puis là, dans Figuinou, là, dans Port-au-Prince, pas un juge de paix qui a fait un constat. Jusqu'à présent, le dossier n'est pas encore pris en charge par les autorités politiques, les autorités judiciaires. Jusqu'à présent, le dossier pour au cabinet d'instruction. C'est parce qu'il y a une volonté du pouvoir de cacher cette affaire, de banaliser cette affaire. Et cela doit retenir votre attention. Qui est global. Cadre la Saline, nous sommes d'accord sur lui, jusqu'à présent, il y a des questionnements importants qui doivent être faits. Maintenant, l'insécurité est plus globale que ça. Et je dis, par rapport à la conjoncture là, il a parlé de grande implication des politiques dans le dossier ça et lycée expression confrontation ça qui gagne entre le pouvoir et l'opposition parce que justement nous pouvons entendre nous sous cette principe qui voulait que c'est l'âme de la dialectique qui doit primer sur la dialectique des armes. Cette implication des politiques, M. Michel, lycée expression pour vous de qui ça? Bon, écoutez, depuis quelque temps, c'est une vérité. On parle de l'implication des politiques dans samedi capabrelé dans favoriser gang, dans dynamique de violence. C'est la vérité. Il y a des politiques qui se mêlent de cette affaire. Mais en ce qui me concerne, et en ce qui concerne le secteur démocratique et populaire, notre combat politique nous circonscrit dans le cadre du droit. Nous circonscrit dans le cadre du droit, dans le cadre de la Constitution, dans le cadre des valeurs démocratiques. Ce n'est pas toujours ce que votre discours exprime.
si m'a considéré rapidement dernière prise de parole ou fait dans le cadre de conférence, c'est peut-être pas dernière, mais peut-être avant-dernière, mais récemment, au fond déclaration, et quand pile le monde questionné, ou utilise un juron pour dire qu'avec tellement de virulence, si pas gagné telle décision qui prend du côté du secteur des affaires pour demander au président Jovenel Moïse pour quitter le pouvoir, quelque chose sacrivé dans le pays, c'est sous compte. Je vais le temps pour expliquer. Mais qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que quelque part, vous êtes au courant d'une planification de chambardement. Et quand on parle de chambardement, forcément, gagner des actions qui sont capables de faire sous monde, sous bien monde, etc. Donc, qui sont les véritablement? Là, on me prête. Écoutez, bon, malheureusement, et c'est la vie. En politique, il y a toujours prêté au débat qui va dans la tête. Moi, je dis que le pays est dans une situation de chaos. Il y a un chef d'État qui n'a plus de légitimité et les derniers événements le prouvent. Et nous avons dit, le secteur privé doit assumer ses responsabilités. Parce que si le secteur privé n'assume pas ses responsabilités, le pays après tomber dans une situation de chaos et au même temps, il y a bien responsabilité. C'est simple. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est un bagage qui va le passer, ça ne veut pas dire qu'on a un problème personnel avec le secteur privé. Je l'ai toujours dit, mais malheureusement, mes adversaires ont toujours refusé de le comprendre. Il y a un problème de mesure par rapport à votre discours, non, ce n'est pas un problème de mesure. On est dans l'interprétation politique, c'est la communication politique. Et vos adversaires disent ce qu'ils veulent. Ils ont interprété ça, dit j'en voulais. Mais moi-même, nous sommes avocats, nous sommes républicains, moi toujours fait effort pour que mes propos reflètent conviction démocratiquement et reflètent la loi. Bref, pour question d'insécurité, effectivement, il y a des politiques qui sont impliqués là-dedans, mais moi-même, moi pas là-dedans. Mais en général, ce sont les pouvoirs politiques qui arment tout le monde dans le quartier populaire qui ont des armes dans la main. Et aujourd'hui encore. Pas que selon les dires. Aujourd'hui encore, si nous regardons ce qui se passe un peu partout dans nos quartiers populaires, mais c'est alimenté par le pouvoir politique en place. D'ailleurs, si vous lisez les rapports de la Fondation J'éclairé et du RNDDH, ils disent très clairement qu'il y a des implications politiques, il y a de participation de monde qui est dans la politique, dans le massacre qui fait et qu'il y a des liens entre les pouvoirs politiques et ces groupes armés qui vivent, qui existent dans nos quartiers populaires. C'est la vérité. Mais là encore, c'est la faiblesse de la justice. C'est justement parce que la justice est faible qu'on nègre ou bien une femme qui est dans la politique capable de permettre de faire n'importe bagaille. Nous devons nous battre pour que la vie politique vienne tourner une activité qui a fait sous emprise la loi. C'est la loi qui doit gouverner les sociétés. Ça veut dire que ça, quel que soit grado, à quelle que soit institution politique, pouvoir ou bien opposition que vous appartenez, il y a des bagages l'autre tomber là-dedans, il faut gagner en justice qui est capable de prendre, juger ou condamner ou conformément à la loi. Mais il faut éviter également les tentatives de lynchage, comme ce qu'on a vécu tout récemment au Sénat de la République avec le sénateur Lambert, qui a tenté de lyncher le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, le député Bélisaire, quand il dit c'est machine, monsieur, alors que ils font questionnement, tout le monde reconnaît. Non, typiquement ça le dit. Non, tu es journaliste. Est-ce que nous pas de machine? Ou c'est journaliste? Tout à l'heure, on va faire votre interprétation à parole. Non, c'est simple. Ou pas qu'à nous situation comme ça, pour dire est-ce qu'on pas de machine pour Bélisaire? Automatiquement, ou livrer nègre là, ou dit que il y a une implication, alors que machine n'a pas aucun rapport avec le député Bélisaire. Il y a ça aussi qu'il faut éviter. Mais attendez, Michel, tout à l'heure, vous avez fait pour moi un rapport que vous senti ou bien ou de part de formation ou de part de maîtrise de questions entre corruption et droit monde. Donc, et là, vous évoquez entre les lignes le dossier Petro-Caribé que nous allons peut-être fondamentalement font-ils parler de lui tout de suite. Mais il y a une incohérence par rapport à l'implication ou même personnellement dans le dossier ça et je voulais que nous retournions sur lui brièvement. Et si vous êtes avocat du parti civil et que quelque part, il y a un citoyen qui est client cabinet et qui lui-même épinglé dans le dossier ça et qui
tu as supposé répondre question de la justice et dans les temps à venir. Et à la fois, alors, avocat du parti civil et de la partie civile et avocat d'un principal impliqué, comment on fait la part des choses? Nous parlons là de l'ancien directeur de BMPAD, Patrick Moramé. Je t'explique rapidement et j'explique pour les auditeurs de Télé Caraïbes, pour les gens qui nous regardent. Écoutez, dans le dossier Petro-Caribé, là, alors j'ai initié le procès Petro-Caribé le 29 janvier 2018 dans un esprit patriotique. Parce que je crois qu'il faut nous écouter maintenant comme citoyens. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. Mais son sacrifice, moi, fait. Il y a plus passé, il y a 10 personnes qui sont impliqués dans Petro-Caribé. C'est des gens qui connaissent longtemps. Il y a des gens qui travaillent pour eux. Mais moi, je dis un bagage. Dans le dossier Petro-Caribé, seul client moi là-dedans, c'est les gens qui portent au parti civil. Seul client moi là-dedans, c'est la population. C'est la population qui défend. Depuis qu'on est dans Petro-Caribé, moi, pas avocat dans Petro-Caribé. Attention. Est-ce que ça veut dire automatiquement cabinet désengagé avec moun ça? Mais c'est clair. Moi, je gagne pas 10 personnes qui sont dans Petro-Caribé. Moi, je connais avant et je connais travail pour eux. Je connais consultation. Et je dis en vérité, moi, je fais difficile dans bagage ça sur le plan personnel. Parce que si je n'ai pas choisi porter plainte dans le dossier Petro-Caribé, si je n'ai pas choisi prendre un dossier en charge, pour c'est moi-même qui t'a avocat partie civile, qui t'a fait procès avancé, il y a pile de monde qui dans Petro-Caribé qui t'a venu joindre comme avocat. Et je garantis que je fait un bon petit cob. Parce que vous avez un bon zone, vous avez un bon petit argent. Même choisi pour me faire une contribution à pays. Je l'ai toujours dit, je suis un rescapé du système éducatif haïtien. Je fais l'école primaire, moi pas payé. L'école secondaire, moi pas payé. Lycée Toussaint. L'école universitaire, moi faculté de droit, pas payé. Ça veut dire que ça? Je suis dans un pays qui m'a tout donné et je dois tout remettre à ce pays. Bref, dans le dossier Petro-Caribé, je donne une contribution patriotique à mon pays et tout le monde qui était client avant ça, qui dans Petro-Caribé, je dis, moi pas avocat, moi pas défendre nous. Au contraire, moi en face et c'est moi qui combattre. Mais attendez, Michel, pas que avocat ou sont militants politiques et monde qui connaît comment dynamique politique, engagement politique qu'il développé, gagner un but, gagner un visé et déboucher sur le procès Petro-Caribé, permettre que le procès soit implémenté tout bon et que le réaliser, il gagne rapidement un capital politique que le capable de porter pour vous. Comment on est capable d'affirmer haut et fort en tant qu'avocat et militant politique qu'on va avoir un intérêt engagé dans un dossier comme ça? Je parle d'intérêt patriotique, intérêt citoyen. Je vais vous dire intérêt politique. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai initié le procès Petro-Caribé le 29 janvier 2018, avec la plainte du citoyen Johnson Colin déposée au cabinet d'instruction, il y a un peu de monde qui n'a pas de quoi dans le procès. Il y a des gens qui dépensent le procès à pas avancer. Il y a plus passé 64 personnes qui portent plainte. Il y a un juge d'instruction qui déjà prend ordonnance et dit le compétent. Le juge d'instruction a déjà attendu plus passer 10 personnes dans le dossier Petro-Caribé. C'est un dossier qui avance. Et c'est le conflit qui gagne entre Parquet Port-au-Prince et Baoa qui fait que le dossier n'a pas été en plus loin. L'homme qui a commencé le procès, personne ne peut capable de avantage. Là, ça, c'est des risques qui te gagnent sous VIM. C'est des risques qui te gagnent sous VIM qui portent plainte. Il y a des gens qui portent plainte, je suis obligé de faire au marron. Et c'est ça que chaque fois que je parle de justice, je porte plainte, je ne vais pas aller avec les gens qui portent plainte dans le premier temps. Parce que il faut me protéger. Je dis à tout le monde dit bon, il est capable d'un avantage politique, un avantage citoyen. C'est compréhension par eux. Mais ce qui est plus important pour moi, je dis, c'est faire dossier abouti. Je donne une contribution. Heureusement, en tant que militant politique ou bien dirigeant politique, je suis avocat. Et pas rien qui empêche, en tant que citoyen, moi tout avocat, moi mener un dossier. Mon cap dit ça, c'est ça qu'on y a. Yo est capable d'un avantage politique dans le dossier. Parce que je dis à tout le monde a parlé de Petro-Caribé. Tout le monde parle de Petro-Caribé. Mais il a oublié que nous passons 7 mois à faire promotion dossier Petro-Caribé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons continué pour tes responsabilités. D'ailleurs, c'est tout récemment nous découvrons que Jovenel Moïse a 3 contrats dans la question rangée route dans le dossier Petro-Caribé. Bref, c'est un engagement patriotique et citoyen. Nous avons continué à assumer. Et nous n'avons aucun avantage personnel, nous avons cherché à tirer la donne, sinon que un avantage patriotique, parce que je crois Davidson. Et ça, je le dis avec la plus grande franchise. Le procès Petro-Caribé est fondamental pour nous faire.
Ce n'est pas parce que gagner 3 milliards 800 millions de dollars américains au vol là-dedans, non? Mais c'est parce que il faut tracer un exemple. Malgré toute remise en question qui est faite par rapport à chiffre ça, aucun bilan? Bien sûr. C'est parce que, justement, nous avons besoin de ce procès pour marquer un nouveau tournant dans la lutte pour la construction de la nouvelle Haïti. Et le professeur Leslie Maniga de regretter mémoire, tu qu'on parlait de ça, le sens du bien public, le respect de la chose publique. Tant que nous pas arrivés dans le pays, ça, créer une situation, construire l'État, côté moun qui dirige, yo comporter comme de véritables serviteurs, et que yo connaît l'argent l'État, c'est l'argent 13 millions de citoyens, il faut qu'ils respectent, il faut qu'ils utilisent pour changer les conditions de la vie. Peuple là, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Parce que la vérité, je dis, nous ne pouvons pas ramasser Fatra Port-au-Prince, nous ne pouvons pas l'école universitaire qui est sérieuse dans le pays en termes d'espace, nous ne pouvons pas l'hôpital de standard international, nous avons plus passé 200 000 jeunes qui quittent Haïti au titre 2017, arrivé 2018, qui vivent dans le pays Chili. Nous avons tout problème ça, nous ne pouvons pas d'accord quelques garçons avec femmes voler plus passer 3 milliards 800 millions de dollars américains. C'est un crime contre la collectivité. Et je vais bagaille pour me finir, je vais te poser question. Non? Et fierté moi dans le que moi commencé à, c'est parce que ce n'est pas une action de faire contre les gens qui sont dans la politique, contre PHTK qui sont adversaires. Et si vous regardez dans le procès Petro-Caribéa, ou après nous porter plainte contre les gens qui étaient premier ministre René Préval, ministre Travaux publics René Préval, on est dans Belle-Rive, que nous connaissons, que nous avons une relation avec lui. Nous porter plainte contre Jocelyn Brivert, parce que pour nous, Jocelyn Brivert, il a une responsabilité morale. Il prend 33 millions de dollars américains qui étaient dans Petro-Caribé, il dit c'est pour te payer des dettes. Mais attention, on ne peut pas décider de payer des dettes sans évaluer ce qui avait été fait. Son façon pour me dire, dans le procès Petro-Caribé, nous en face monde qui est avec René Préval, des gens que nous connaissons, nous en face monde qui est avec président Préval lui-même, c'est nous porter plainte contre tout le monde ça et nous en face monde qui est dans PHTK. Ce n'est pas un dossier politique, c'est un dossier patriotique que nous initiés pour nous voir comment nous sommes capables de faire contribution avec toute modestie dans la bataille pour nous changer pays parce que corruption c'est le plus gros problème nous avons là, on ne peut pas imaginer ça. C'est corruption qui fait l'État pas de moyens pour le faire rien parce que nèg avec femme qui dans l'État mettez ensemble avec quelques monde qui dans le secteur privé, ils prennent tout ça gain et puis ils quittent le peuple là, ils regardent le peuple à nager. Maintenant, Michel, prochaine question, pour plus bref, parce que nous avons un dernier aspect que nous avons besoin avec vous. C'est notamment par rapport à des gens qui font connaître que tout ça va exprimer avec toute passion qu'on va exprimer par rapport à dossier ça, ou quelque part de mauvaise foi, dans le sens que c'est un connaisseur du droit et que gagne, selon eux, des vices procédurales en dans le dossier et ou montrer ou aveugle par rapport à eux, et vice ça capable de permettre justement à quelques niveaux dans la chaîne pénale là, dossier à les bloquer et que ça va réclamer en termes de respect de droits de l'homme à travers dilapidation l'argent public là, il pas abouti. Je vais te dire quelque chose. Malheureusement, et c'est la vérité, tout le monde n'a pas intérêt dans le procès. Et il y a des gens qui parlent de vice procédural, c'est des arguments de défense. Arguments de défense. Mais de toute façon, nous avons initié le procès. Nous portons le procès devant un juge. Il y a un juge qui a analysé le dossier, qui a analysé les plaintes portées devant lui et qui décide de déclarer le compétent. Aujourd'hui, l'instruction est en cours. Débat de procédure, c'est débat pour faire diversion. Parce que la population va comprendre le débat de procédure. Il y a tellement de nuances dans le droit. Le droit est tellement élitiste. Il est tellement pas saisissable par tout le monde. Il n'est tellement pas à la portée de tous. Pour moi, un débat, c'est plus débat pour faire diversion. Mais ce que je veux dire, puisque le dossier est pendant par devant un tribunal, les débats de procédure, on aura le temps de les aborder par devant le juge compétent. D'autant plus que je dis, même temps des premiers ministres là, qui fait un retour, ils dit l'État haïtien, DGI, pour aller porter plainte dans le dossier Petro-Caribé. Et cela veut dire que la bataille va être rude, mais elle va être fantastique sur le plan du droit. Mais moi-même, m'attends pour moi plaindre DGI, parce que qu'on y a là,
mais Jovenel Moïse a 5 contrats dans Petro-Caribé. M'a regardé est-ce que y a maintenant Jovenel Moïse dans plainte là? C'est ce que j'attends, mais ouais ça. M'a regardé est-ce que dans plainte DGI y a mettre Sophia qui t'a géré le programme à pas grand goût. M'a regardé, m'a tendre pour moi dans les plainte là. détenteurs de décharge de la part de la Cour supérieure des comptes. Oui, mais ça peut empêcher que vous poursuivez pour corruption. D'autant plus que nous allons l'attaquer décharge devant la Cour des comptes. Mais au niveau de la justice, m'a tendre plainte. En seconde. M'a tendre plainte DGI, l'État. Monsieur Seyan pour le faire, pour me garder, est-ce que dans plein de ça, moi, Olivier Martelly, qui t'a géré le stade dans le pays, et c'est là que la population va comprendre qu'on n'aura pas de procès Petro-Caribé avec Jovenel Moïse au pouvoir. Pour 2 raisons. Parce qu'il a été placé au pouvoir par les gens qui ont dilapidé les 3,8 milliards de américains du fonds Petro-Caribé, et parce que lui-même, il est impliqué jusqu'au cou dans le dossier Petro-Caribé. Au niveau de la justice et au niveau de la procédure, gagner des professionnels du droit, même j'ai avec vous, qui dit d'abord, le juge n'a pas gagné provision de la part du parquet pour qu'il continue, et gagner des délits qui, en dedans, plainte que nous portons, que le juge n'a pas compétent lui-même pour l'enquêter sur eux personnellement. Oui, c'est ça, alors que, ou même, ou plus ou moins, ou font rejet de ça qui est engagé au niveau de la Cour supérieure des comptes en termes d'enquête sur le dossier. Écoutez, je vais te dire, et c'est la vérité. Quand le Sénat de la République a pris la décision de déférer le dossier par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ça a été une stratégie de banalisation du dossier. C'était dans l'objectif d'anéantir le dossier. Parce que justement, il y a un Cour des comptes un minimum de crédibilité, de pour dire Cour des comptes, tout le monde prend le temps de Cour des comptes. Mais Cour des comptes gagne des compétences justement par rapport à des délits que nous intégrés dans le plan. Attendez. Maintenant, la population vient rendre compte que c'est même Cour des comptes ça qui va Sophia Martelly qui t'a géré le programme à grand gros programme petit maman chérie des charges. La population n'a pas connu Cour des comptes encore. Maintenant, nous dit, on va parler d'une série d'infractions. Parce que son dossier fondamentalement qui est basé sur corruption. La corruption échappe à la compétence de la Cour des comptes. La Cour des comptes, il a analysé les comptes de l'État et n'a fait exercice là rapidement, de façon technique et de façon didactique, pédagogique, pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre. La Cour des comptes analyse les comptes publics, les comptes de l'État. D'abord, faire enquête administrative pour est-ce que tel cop de dépensé, vous allez regarder dans les comptes de l'État. Mais l'enquête de corruption se fait à partir des comptes personnels des personnes impliquées et à partir des comptes de leurs proches. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si je fais une enquête sur Davidson Saint-Fort pour corruption, je vais regarder dans le compte. Je vais regarder dans le compte Patrick Monsignac. Pour moi, est-ce qu'on va bien comme vous passez sous le nom Patrick Monsignac? Je vais regarder dans le compte, un petit ménage, ou tu as un Carrefour par exemple. Pour moi, est-ce que vous ne pouvez pas voir comme sous compte? Mais tu sais que la Cour des comptes, il n'a pas de compétence pour le sous compte mondial ou pour le regarder. Bref. Ça va parler de plusieurs procès en fonction de caractéristiques. Écoutez. Pour nous, le procès Petro-Caribé a été parfaitement bien engagé. Et il appartient à la justice de notre pays, en dépit de ses faiblesses, de dire le mot du droit. Au point de renforcement de tribunal là que un peu le monde a demandé, des accompagnements qui allaient au-delà de ça aujourd'hui. L'obstacle à l'aboutissement de ce procès est surtout un obstacle politique. Il y a une sensation que le juge d'instruction a l'envie d'avancer. Même qu'on est tout, qu'à chaque fois qu'il veut avancer, il joue un obstacle et c'est un obstacle politique. Et c'est pourquoi c'est à la population qu'il appartient de se mobiliser pour créer les conditions indispensables à l'organisation de ce procès. Les gens qui disent qu'on peut avoir un procès Petro-Caribé avec Jovenel Moïse au pouvoir, ils connaissent ces mentis à bail. Pour nous être obligés de faire procès de Nuremberg en Allemagne, il fallait écarter Adolf Hitler au pouvoir. Parce que c'est Adolf Hitler qui a participé dans tout crime. Le procès ça pas fait avec Adolf Hitler au pouvoir. Pour avoir le procès de la consolidation en Haïti, il faut retirer Tirésias Simon Sam au pouvoir. Parce que le président Tirésias Simon Sam était personnellement impliqué dans les faits de corruption. Tout comme en Argentine. Pour réaliser
le procès de ces militaires qui avaient assassiné et massacré plus de 50 000 personnes, il faut que c'est Kirchner qui est arrivé au pouvoir. En créole, moi, dit, voler par contre, juger voler, ou pas capable d'un procès de cette envergure, avec le président impliqué, et moun qui mettait le pouvoir, ils ont participé dans Petro-Caribé. À la faveur de... Bref, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour les autres compatriotes. Et Cap Maché dit, procès capable de faire avec Jovenel Moïse. Mais attention, vous connaissez menti à bail. Évidemment, il y a des gens qui cap bail menti, mais il y a des gens qui sont naïfs. Si les gens qui sont naïfs, on sont petits, petit, ou qui penser qu'en Haïti, aujourd'hui, on peut réaliser le procès Petro-Caribé avec Jovenel Moïse au pouvoir. C'est faux. À un moment, Maître Henri Michel... Pour compte président, il y a 5 contrats dans Petro-Caribé. Bon, c'est à la justice de le déterminer. Non, mais les faits sont là. Parce que, non, mais c'est vous-même encore qui dit tout à l'heure que tout ça va engager en termes de militance, en termes de plainte au niveau de la justice. Vous voulez rester dans le cadre du droit. Mais, au début, vous dites que nous sommes républicains. Mais les valeurs républicaines demandent aussi, réclament aussi le respect du mandat d'un élu. Pour qui ça, les valeurs républicaines ne réclament pas seulement le respect du mandat du président de la République. Les valeurs républicaines donnent au mandat du président un contenu. Pas que par rapport à un procès comme celui lié au dossier Petro-Caribé. Attention, les valeurs républicaines consacrent le droit de manifester. Et je vais vous dire quelque chose. Rien n'est au-dessus de la volonté populaire. Et la volonté populaire s'exprime en démocratie de deux manières. Elle peut s'exprimer à travers des élections libres et honnêtes. Elle peut s'exprimer aussi à travers les rues. Il faut faire attention. Il y a des gens qui disent la volonté populaire. C'est comme si cette volonté populaire ne pouvait s'exprimer qu'à travers des élections seulement. Ce n'est pas vrai. Quand les citoyens descendent dans les rues pour exiger des choses bien précises, il s'agit aussi de l'expression de la démocratie. On est d'accord. Et cette volonté doit être respectée. On est d'accord, M. Michel. Une dernière question pour nous clore et interviewer. On a fini là? On a fini qu'on a. On a fini qu'on a, mais pour me demander et dire que à la faveur de... débat tellement intéressant. Oui, mais bien sûr, mais dans le cadre de la loi... On termine de 30 minutes. Dans le cadre de la loi, M. Michel, il faut que nous respections le temps consacré à cette émission. Et je voulais dire rapidement, à la faveur de... mouvement Petro Challenge, là, des jeunes qui impliquent, certains très naïvement, en faveur de dossier ça, il dit que voilà, il y en a la rue, il y a combattre. À la faveur de dossier ça, nous réussi contester véritablement et ça ne capable le laxisme que le gouvernement a exprimé sous dossier Petro-Caribé. Il y a des mouvements qui ont été faits, même si jusqu'à présent, ils sont questionnables. Et c'est tout ça qui bat nous crise qui est en présence là aujourd'hui. Et par rapport à ça, tout le monde dit qu'il faut un dialogue. Il faut s'asseoir ensemble pour déterminer vers où on va parce que faut que nous garantissions stabilité qui peut mener vers l'établissement véritable état de droit que vous-même vous réclamer à tout. Dans le niveau secteur démocratique et populaire, là, et structure ça, dit lui-même véritablement, il ne peut pas chiter avec Jovenel Moïse parce qu'il fait partie du problème. Mais me recevoir récemment, il y a un responsable, il y a un porte-parole exécutif là, précisément porte-parole Premier ministre là, qui fait me croire que gagner des dialogues qui engagent à tout le monde et gagner un pacte de gouvernabilité qui a été élaboré pour garder comment nous sommes capables de sortir dans la dynamique de crise à nous aujourd'hui. Beaucoup de par rapport à la position qui est appelée pour le dynamique sur son vrai républicain. Est-ce qu'il y a des avancées? Écoutez, il y a probablement une mésinterprétation de la position du secteur démocratique et populaire. Précisez-le rapidement. Le secteur démocratique et populaire croit dans le dialogue. Attention, comme moyen de résolution des conflits politiques, quel que soit le conflit d'ailleurs. Et c'est pourquoi nous avons donné mandat au sénateur Evalier Beauplan du Nord-Ouest pour qu'il représente le secteur démocratique et populaire dans toute discussion qu'a faite, que ce soit avec la communauté internationale, le secteur privé, tout le monde, ou bien tout le monde net. Et il y a des fois, on participe dans la rencontre, il y a des fois, c'est le député Bossé qui toujours accompagne, parce que Bossé a un rôle là tout pour l'accompagner. Bref, nous croyons dans le dialogue, je tenais à le préciser. Mais nous disons, attention, nous posons les conditions
de notre participation à un dialogue sérieux. Par exemple, aujourd'hui, à Miragouane, il y a 35 mandats d'amener qui ont été émis contre des partisans du secteur démocratique et populaire. Il y a 24 interdictions de départ qui ont été émises contre des proches du sénateur Nenel Kassi, dirigeant du secteur démocratique et populaire. Nous avons une soixantaine de compatriotes éparpillés dans les prisons de la République. Aujourd'hui, il y a 2 agents de sécurité du sénateur Kassi qui sont derrière les barreaux pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Il y a le massacre de la Saline. Et on prend liberté pour affirmer que... Il y a le massacre de la Saline. Écoutez, nous disons que les conditions ne sont pas encore réunies pour ce dialogue. Et je vous donne la garantie qu'au niveau du secteur démocratique et populaire, on est en train de préparer un document qui pourra représenter les préalables que nous proposons. Voilà les conditions qui doivent réunir pour nous arriver dans ce dialogue-là. Et nous disons sur le fond que dans ce dialogue, il ne doit pas y avoir de questions taboues. Toutes les questions doivent être sur la table. Si nous disons que nous voulons la démission du président, nous sommes des républicains, des démocrates. D'accord? Ce n'est pas ZAM nous le prendre pour nous mettre le dehors. Jamais nous ne pouvons pas verser dans la lutte armée. Nous ne pouvons pas roche sur le président. Nous ne pouvons pas dire nous pas dans le dialogue. Mais nous disons que dans ce dialogue, il ne doit pas y avoir de questions taboues. Toutes les questions doivent être sur la table. La démission du président, la conférence nationale haïtienne souveraine, la réalisation du procès Petro-Caribé. Bref, on est pour le dialoge. Évidemment, donc il n'y a pas eu d'avancée par rapport à votre position. C'est ça, me quoi? Mais il y a une avancée. Laquelle? Là, écoutez, ce n'est même pas une question d'avancée, puisque nous avons toujours été pour le dialogue. Ou même directement, pas consulté par pas personne monde qui consulté ou écoutez, la dynamique ça, puisque d'abord président Baye ont responsabilité avec Premier ministre là en public, et là on a parlé de implication, on l'autre élément de l'exécutif, à savoir monsieur là. Premier ministre là entré en contact avec plusieurs monde dans le secteur démocratique et populaire. Est-ce qu'on parle avec Gabriel Fortuné, qui dit le mandat tout, il parlait avec plusieurs monde dans le secteur démocratique et populaire. C'est pas ça le problème. Nous sommes pour le dialogue, mais nous posons les conditions de ce dialogue, les conditions de notre participation à ce dialogue. Mais on est pour, évidemment, toute question doit être sur table là. La démission du président, la conférence nationale, le procès Petro-Caribé, hein? Bref, toute question de fond, comment faire émerger un nouveau projet de société dans l'intérêt des masses populaires, des jeunes, des femmes et de la diaspora. Mais c'est des questions de fond qu'il faut mettre sur la table. Bref, on est pour le dialogue moyennant que il y a des conditions qui réunissent. Malheureusement, en politique... Et nous prêts à peut-être faire des concessions sur certaines de ces conditions, parce que c'est ça ton dynamique de dialogue, c'est que nous, c'est soit nous perdant-perdant ou bien gagnant-gagnant. Cela dépend de ce que vous appelez concession. On peut toujours faire des concessions dans une discussion politique, dans un dialogue politique, mais on ne doit pas concéder l'essentiel. Ah non, il ne doit pas y avoir de concessions sur des questions de principe. Dont la démission du président de la République. La démission du président, écoutez, c'est l'obstacle majeur aujourd'hui, que ce soit à la réalisation du procès Petro-Caribé ou à l'organisation de la conférence nationale haïtienne souveraine. Et nous l'avons dit aux gens du Forum économique du secteur privé. Il n'y a aucune manière d'engager ce pays, notre pays, mon pays, ton pays, sur la voie de l'émergence de nouveaux projets de société avec Jovenel Moïse au pouvoir. Et pour nous, ce n'est pas un problème personnel que nous avons avec Jovenel Moïse. D'ailleurs, de par son origine, il nous ressemble. Monsieur Petit Paysan, même gens avec moi. Il n'y a pas de problème personnel. C'est des questions d'intérêt national, c'est des problèmes politiques. Mais on est pour le dialogue, puisque nous sommes des républicains, des démocrates. Ce n'est pas ZAM nous allons prendre pour nous retirer le président. Nous allons envoyer roche sous lui. Mais, écoutez, le dialogue doit se faire d'abord autour de la démission du président et autour des autres questions d'intérêt national, comme le procès Petro-Caribé, la conférence nationale. 30 secondes, Mme Michel, qui soit dit à Xilayo qui croit que de par votre tentative de vous approprier de ce mouvement, vous avez cassé l'élan d'être Petro-Challenger. Écoutez, c'est nous qui avons initié le procès Petro-Caribé. J'ai initié le procès Petro-Caribé le 29 janvier 2018.
Les sénateurs, la tortue et Beauplan, c'est eux-mêmes qui commencent à faire enquête là. Petro Challenger, vini après. Après l'autre mouvement qui a venu Mais après. il vous faut cette mobilisation populaire pour avancer. Non, mais attendez. La dynamique est irréversible. Les sénateurs La Tortue et Beauplan ont fait enquête Petro-Caribé. J'ai initié moi-même le procès Petro-Caribé. Petro Challenger venu aujourd'hui. Après ça, bon, l'autre groupe qui a venu. Mais la dynamique de combat est irréversible. Personne ne peut empêcher le procès à faire. D'accord? Et je crois que le dossier Petro-Caribé, c'est l'affaire de tout le monde. Moi-même qui ai commencé le procès, je ne peux pas dire pour moi lié. Les sénateurs La Tortue et Beauplan qui fait rapport, ils ne peuvent pas dire pour eux lié. Davidson Saint-Fort, journaliste qui toujours fait promotion, ou pas qu'à dire c'est pour lier. Bref, écoutez, bon, malheureusement, ce n'est pas dans la musique, nous, elle a fait avec ou sans nous. Ouais, si je dis à me camper dans la bataille là, à bon l'autre monde qui prend le cap menel plus devant. Si je dis à camper, à bon l'autre monde qui mène un procès plus devant. Bref, personne ne peut arrêter la marche de ce procès parce que le pays a embrassé ce procès. Maître de Michel, merci. 60 minutes de parole pour essayer de répondre à cette question. La politique au service du respect des droits humains en 2018, quelle avancée? Et fondamentalement par rapport à prise de parole, nous comprenons très bien les traversées par ce dossier Petro-Caribé, dossier de corruption qui empêche justement à l'État de trouver les moyens, mesdames, messieurs, de répondre aux desiderata de la population. Et fondamentalement, il s'agit de questions de respect des droits de la personne humaine. Et nous sommes aujourd'hui, lundi 10 décembre, où on célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par 50 pays sur 58 en 1948. Merci de votre fidélité à l'antenne de la chaîne 22, notamment à l'espace L'invité du midi. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Portez-vous bien. Bonne fin de journée.